l'explique Non, c'est théorie de vitesse. Ok, on va recommencer. Donc oui, donc là on s'est arrêté. Oui, je voulais demander, est-ce qu'il y a quand même des questions après la pause? Je vais ouvrir le chat parce que je l'ai fermé. Bon, oui, c'est pourquoi justement je pense que si on attend encore 2 minutes. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que vous avez entendu, en particulier sur les profondeurs? Mais sur les profondeurs, je vais maintenant donner plus d'intuition. Ok, sinon on peut continuer. Oui, je ne vois pas ni main ni message. Okay. Donc, je laisse le chat visible pour moi. OK. Donc, là, on a formellement défini qu'est-ce que c'est profondeur de données. Maintenant, on va regarder les choses plus pratiques. On va définir les fonctions complètement. Parce que là, c'était une définition de mathématiques générale. Il y a beaucoup de fonctions qui satisfont cette fonction. C'est cette famille qui est assez large. Mais là, on va regarder quelque chose qui est assez précise. Donc ça, c'est la profondeur de Tukey 1975 qui était définie, c'est la première qui était appelée profondeur. C'est la profondeur qui est assez jolie. C'est extension naturelle, vous allez voir pourquoi, des quantiles pour les dimensions plus grandes que 1. Et elle est définie, donc on toujours définit le point, donc T c'est pour Tukey. Première lettre de son nom, pour le point par rapport à une mesure de probabilité. Ça peut être une mesure empirique, dans son cas, c'est un échantillon d'entraînement. Ça veut donner le training data. Et on les définit comme la plus petite probabilité d'un sous-espace fermé qui contient le point X. Okay. C'est-à-dire, on cherche tous les demi-espaces, toutes les demi-espaces possibles qui contiennent le point X, qui sont fermés, et la probabilité de ce demi-espace doit être le plus petite possible. Pour le jeu de données, on peut le formuler donc comme on choisit un point sur la sphère d'unité ou un vecteur de direction. On projette tout sur cette direction et on compte, oui, donc c'est par cet opérateur, cette cardinalité, cette taille d'ensemble, cardinalité d'ensemble, on compte nombre de points qui, dans leur projection sur cet vecteur U, sont supérieurs à X. C'est la même chose qu'avant. C'est la même chose, sauf que c'est la définition plus matérialiste. Et ça, c'est la profondeur qui satisfait tous les postulats qu'on a vus avant, donc les versions les plus strictes de ces postulats, les quasi-concaves et les affines de Marion. Cette profondeur est purement non paramétrique et robuste, on dirait assez robuste. Après, la question de robustesse, c'est une autre chose. Et oui, comme je l'ai dit, cette profondeur a lien direct avec les quantiles et il y a beaucoup d'applications. Pour un peu plus matérialiser cette définition, on va regarder notre exemple par lequel on a commencé les profondeurs de données. Donc, on va essayer de définir les profondeurs pour ce point-là. Donc, ce qu'on cherche, on cherche maintenant un demi-plan, demi-espace sur le plan, c'est un demi-plan, tel que ce demi-plan contient ce point. Par contre, on se dit que la probabilité est la plus petite, c'est-à-dire la proportion des points d'échantillon est la plus petite à l'intérieur de ce demi-espace. Bien sûr, il est raisonnable de ne regarder que des espaces qui contiennent ce point au bord. Oui, parce qu'il n'y a aucune raison de regarder des demi-espaces qui commencent ici, parce qu'on veut minimiser, on peut toujours se débarrasser de tous les points qui sont plus loin que ce point-là. Et du coup, on regarde tous les demi-espaces possibles. Même là, c'est le nombre de demi-espaces minimal et raisonnable, minimal nécessaire. Et on arrive à 13 points qui sont de demi-espace. Donc, profondeur sera 13 divisé par 161, ce qui est le nombre total des points de l'échantillon. Et ça, c'est
c'est la contrepartie empirique de la probabilité de ce demi-plan. Donc, c'est portion d'échantillon de ce demi-espace. Pour voir comment la profondeur marche encore plus, on peut regarder un autre exemple. C'est le point là. Et on attend que la profondeur sera inférieure à ce qu'on avait déjà, 13. Donc là, si on essaie de couper le nombre minimal de points, on peut couper 3 points par un demi-espace qui contient ce point rouge au bord. Du coup, la profondeur sera seulement 3 divisé par 161. 3 contre le 13 qui était ici. Voilà, donc on voit que de telle manière, on peut le calculer pour chaque point, pas seulement point d'échantillon, pour n'importe quel point d'espace. Et là, c'est la surface de cette fonction de la profondeur de données, où les points rouges, c'est les points d'échantillon qui sont genre projetés et élevés à la surface de cette fonction. Donc, on voit quelque chose comme ça. Donc, on voit vraiment quelque chose comme ça. Aussi, ce qu'on voit de cette profondeur qui est discrète, c'est les régions de cette profondeur ou les ensembles de niveaux. Et ça, c'est notre sujet qu'on va aborder maintenant tout de suite. Donc, l'idée de profondeur, en fait, les profondeurs sont apparues par la nécessité de faire extension de quantile et de médiane aux dimensions supérieures. Et là, on est arrivé à quelque chose qui est assez universel parce que maintenant, ce n'est pas vraiment la médiane qu'on cherche, ce n'est pas la médiane qu'on définit, médiane multivariée qu'on définit. Ce qu'on fait, on définit une mesure pour tout l'espace qui donne beaucoup plus que ça. Cette mesure nous donne, on sait par exemple que cette mesure nous donne ordre pour les observations. Cette mesure est définie partout où on a les données. Maximum de cette mesure naturellement nous donne le médian. Donc, le médian, ça sera quelque part ici. Donc, et aussi, on peut utiliser les niveaux de cette mesure pour faire training des données. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut faire si on cherche à détecter les anomalies. Donc, on a cette famille d'upstream, de régions qui sont trimées par la profondeur ou qui sont centrales, on dirait, parce qu'elles sont tous les plus centrales. Chaque région est plus centrale que d'autres régions de la profondeur. Donc, c'est-à-dire, pour une loi, pour une distribution, pour un vecteur aléatoire ou un échantillon, on peut définir une région qui est indexée par alpha, c'est le niveau de profondeur à cette région. Oui. Donc, est-ce que j'ai... Donc, c'est-à-dire que les régions, c'est vraiment niveau, c'est level 7, donc c'est contour de niveau alpha, c'est-à-dire qu'il contient tous les points pour lesquels la profondeur est alpha ou plus grand qu'alpha, ou supérieur. Donc, dans les distributions, il y a la région qui a la profondeur maximale, donc qui est le plus centrale que toutes les autres régions. Et dans ce cas, cette région, c'est l'ensemble des points les plus profonds. Ces régions, si on a les contours, on peut ils nous permettent de visualiser les données, de les décrire par rapport à leur location, à leur dispersion, à leur forme. Les propriétés de ces régions, en fait, ils se formulent par les propriétés de la profondeur elle-même. Donc, c'est-à-dire si, par exemple, D1 et D2, c'est les propriétés d'invariance affine, ça va donner équivariance affine des régions. C'est-à-dire que, comme on peut le voir ici, que les régions vont se bouger là où les données se bougent. Si les données se bougent là, c'est la même chose qu'on prend les régions sur les données anciennes et on implique la même transformation linéaire, par exemple, dans les régions. C'est-à-dire, si pour la profondeur, on avait invariance affine, maintenant on a équivariance affine. Car on sait que si on va très loin des données, les profondeurs convergent vers 0.
cela va nous donner que les régions seront bornées. Car on sait que sur chaque rayon qui provient d'une médiane, les profondeurs ne peuvent croître, en fait, normalement, elles décroît d'une manière monotone, c'est-à-dire que les régions seront un de l'autre, nested, et aussi, ils auront les formes des étoiles, mais où ils peuvent être quand même convexes, ça dépend si on impose ou si la profondeur possède quasi-concavité ou pas. Donc, par exemple, voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est possible que les régions sont convexes. Et par APCM Continuity, les régions sont fermées. Donc maintenant, on va regarder l'exemple de région pour les profondeurs de données qu'on a vu tout à l'heure. Et donc ça, c'est la famille des régions de la profondeur de données Tukey. Donc c'est vraiment les ensembles de niveau tau, c'est-à-dire qu'ils contiennent tous les points x tels que leur profondeur est supérieure ou égale à tau. Je ne vais pas beaucoup maintenant parler sur les propriétés, donc c'est-à-dire qu'un variance affine va donner que variance affine, infinite infinity va donner qui sont bornées, monotonicité va donner qui sont nested, APCM continuity qui sont closed, et car pour la profondeur de l'équipe, elle est quasi-concave, les contours de la profondeur de données seront convexes. Donc, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de construire une région de la profondeur 3 divisé par 161. Par la méthode assez simple. Donc, c'est-à-dire que chaque point qui est à l'intérieur de cette région a profondeur 3 ou supérieure. C'est-à-dire que maintenant, si on prend cette ligne, tous les points, par exemple, qui sont sur cette ligne, même, ils peuvent, par certains de ces points, on peut couper que 3 points d'échantillon, et ça, c'est la condition des points qui donnent la profondeur 3 divisé par 161. Si on regarde, et ça, on définit tout le demi-espace ici. Si on regarde toutes les droites comme ça, qui coupent 2 points de l'échantillon, on obtient beaucoup de demi-espace. Et si on prend l'intersection de ce demi-espace, on obtient le contour de la profondeur. Bien sûr que c'est la méthode qui marche simplement en dimension 2 et qui est assez brute force. Et ça, on peut faire pour n'importe quelle profondeur, pour voir toutes les familles de régions. Et vous pouvez voir qu'en fait, cette famille, elle en fait, sépare les données et d'une manière naturelle, elle va nous aussi donner la possibilité de détecter ces régions. Elle donne, comme vous voyez, de détecter les observations abnormales. Par exemple, on considère le contour qui est plus profond que les autres. Voilà. Même en considérant déjà le deuxième contour, on peut bien isoler pas mal d'observations qui sont autour. Voilà, donc ça, c'est comment c'est. Là, vous pouvez encore une fois voir que vous voyez ces régions parce que c'est les profondeurs discrètes. On peut faire la même chose en dimension 3. Donc, les petits points que vous voyez, en fait, c'est des petits boules de tailles différentes. Ceux qui sont petits sont plus éloignés de vous, ceux qui sont proches sont plus proches. Et là, on peut aussi calculer une région. Par exemple, la dimension de la profondeur 2 divisée sur 161. Là, j'ai mis les lumières de deux côtés, les lumières bleues et jaunes, c'est simplement, la couleur n'a aucun sens, c'est simplement les lumières différentes. Et là, on voit qu'on peut isoler, par exemple, on peut dire que les données qui sont à l'intérieur de cette région sont données normales, et ça, ce sont les données normales. Mais en fait, on peut faire training des données, on peut s'arrêter à n'importe quel niveau de centralité qu'on veut, et on peut même trouver, bon, ça, c'est pas la question du cours d'aujourd'hui, le point le plus central, la région des points les plus centrales. Si on a besoin d'un seul point, c'est le point le plus central des données, qui est assez robuste. Ça sera peut-être, par exemple, le centre de gravité de cette petite pierre-là. Voilà, donc ça, c'était la profondeur de données de Tukey. Est-ce qu'il y a des questions dessus? Okay. C'est la première profondeur. Elle a pas mal de propriétés intéressantes. Elle est beaucoup étudiée dans les deux théories pratiques. Il y a des désavantages de cette profondeur, bien sûr. Par exemple, c'est sa convexité et il y a aussi des possibilités. Il y a des développements comment
faire quelque chose avec cette convexité pour aussi pouvoir définir la profondeur pour plusieurs, pour les lois multimodales. Mais ça, on ne va pas le regarder dessus. Oui. Je pense il y a des algos faisables ou approximativement faisables pour calculer en un temps raisonnable les contours en dimension, enfin, où la complexité n'explose pas trop avec la dimension. Quand on doit faire voilà. si on veut faire tous les demi-plans, si on veut placer toutes les tangentes comme ça, en grande dimension, c'est trop coûteux. Mais est-ce qu'il y a des trucs approximativement faisables enfin approximativement Ok. Oui. Donc, oui, la question, c'est s'il existe des algorithmes qui permettent de calculer les régions de profondeur Tukey d'une manière computationnellement faisable. Donc, en fait, c'est vrai que le calcul exact de la profondeur et des régions est exponentiel en dimension. Disons, si on fixe les dimensions, c'est exponentiel en nombre d'observations. Il y a des algorithmes approximatifs. Déjà, il existe des algorithmes pour tout ça. Il existe déjà aujourd'hui des algorithmes exacts. Mais moi, j'ai développé, avec des co-auteurs, on a développé un algorithme pour les régions qui est exact. Par contre, c'est la complexité exponentielle. Là, tu ne parcours pas vraiment tous les hyperplans nécessaires. Tu essaies de minimiser cet ensemble. Même ici, on a parcouru un peu trop d'hyperplans. Il y a des algorithmes qui sont plus efficaces au niveau de calcul, au niveau de temps de calcul. Par contre, la complexité reste exponentielle. Donc, disons, ça marche jusqu'à dimension 4, 5, ça marche OK. À dimension 3, donc ça, c'est contour sur calcul de secondes. Mais de la dimension plus élevée, tu commences à avoir d'autres problèmes. Tu as quand même à tel point beaucoup d'hyperplans que les distances, ils sont plus distinguables. Et tu commences à avoir des problèmes computationnels. Pour ça, il te faut augmenter la précision de calcul, donc aller plus loin que double de l'ordi. Et du coup, ça va prendre encore plus de temps de calcul. Déjà pour complexité exponentielle, donc ils ne sont pas vraiment faisables et pas vraiment pratiques. Donc, tu peux calculer ça de manière exacte jusqu'à dimension 5, jusqu'à quelques milliers de points dépendant de dimension. Pour approximation, pour les profondeurs de Tukey, il y a quelques algorithmes qui approximent assez bien de les grandes dimensions. On a maintenant même un papier en révision où on va jusqu'à dimension 20 et en fait, on a essayé même jusqu'à dimension 50. Et par les méthodes qu'on a évaluées, c'est très proche aux valeurs exactes. Je dirais, point de vue pratique, c'est applicable. Pour les régions, tu peux utiliser les mêmes pratiques. Donc, ce que les gens font, ils jettent les directions aléatoires et ils estiment les quantités. Et là, tu peux les faire même en ligne. Voilà. Donc, ça se fait. Par contre, sur les régions approximées, l'idée, c'est vraiment jeter des quantités et prendre genre, une enveloppe de cette droite. Comme ça, tu peux arriver à quelques milles d'éléments qui tu peux parcourir si tu veux vérifier si un point est à l'intérieur ou à l'extérieur de la région assez vite sur l'ordi. Mais là, c'est tout ce qui existe. Okay. Et par curiosité, avec une dimension 20, notre algorithme tourne en combien de temps Oui, c'était par curiosité, la question combien de temps tourne l'algorithme pour dimension 20. En fait, l'algorithme approximatif, donc on a en fait un papier sur Archive qui étudie beaucoup d'algorithmes approximatifs pour plusieurs données. Oui. Et là, c'est assez vite. Si je ne me trompe pas, ça fait 5 centaines de secondes pour, disons, une dimension même jusqu'à 20 ou demi-secondes, quelque chose comme ça. Donc, en dessous d'une seconde pour 1000 de données, par exemple. Pour 1000 données en dimension 20, oui. Et la précision est, disons, on ne peut pas calculer la profondeur en dimension 20. En fait, personne ne peut le faire, cette profondeur. Par contre, on a évalué cet algorithme de l'autre dimension, on l'a comparé avec d'autres algorithmes, donc il y a toutes les raisons penser que c'est assez proche à la valeur qu'on cherche. D'accord, en dessous de la seconde. Oui. Et ça peut être quand même, donc c'est vraiment, ça peut être quand même plus en dessous de la seconde. Et ça, c'est pas l'algorithme seulement évalué sur les directions aléatoires, il contient bien sûr les composantes d'optimisation. Donc, c'est soit simulated annealing, soit les grid search qui sont un peu plus sophistiqués, qui font vraiment de l'optimisme. Okay.
Mais ça c'est assez récent. Donc, c'est vrai que en fait, sur les profondeurs, donc, il commence à être appliqué, mais une raison pourquoi il n'était pas appliqué, c'est parce qu'il n'y avait pas de moyen de les bien calculer. Et maintenant, ça commence à apparaître. Donc, il y a des chercheurs qui ont fait le travail dessus de plus en plus. D'autres questions? Parce que c'est bien peut-être des gens qui sont en ligne. Non, je ne vois pas de main. OK, je vais proposer d'autres profondeurs. Je vais vous montrer d'autres profondeurs. Maintenant, plus vite. Donc, on a regardé une notion en détail. Maintenant, il n'y a pas de raison de vraiment bien regarder d'autres. Donc, là, ces profondeurs, je vais les faire un peu plus entertaining. Pour que ça ne soit pas simplement une présentation. Je vais raconter une petite histoire avec une fille. Donc, ça, c'est profondeur de Mahalanobis, qui se base sur la distance de Mahalanobis, que peut-être chacun de vous connaît déjà. Et donc, ça, l'idée, c'est que profondeur et distance sont assez liées. Et donc, ça, c'est un exemple de la profondeur qui peut-être n'est pas très bonne, mais quand même, pour voir le lien avec tout ce qui existe, parce que les distances existent, il y a des distances différentes qui existent. Et on peut essayer d'appliquer les mêmes philosophies. Voilà, donc on a une distance, c'est-à-dire si on est proche à 0, si on est loin, on va vers l'infini. Pour le mettre sur l'échelle 0,1, bah, on applique cette transformation monotone décroissante, divisé sur 1 plus cette distance, et on obtient profondeur. Donc là, il n'y a aucune magie. Donc, la version empirique, si on utilise les moments, bien sûr qu'elle n'est pas robuste, oui, parce que comme vous avez remarqué pour la profondeur de Tukey, la fonction de risque, c'est fonction indicatrice. Ici, c'est plutôt risque quadratique, comme on peut le voir, et du coup, il n'est pas robuste. Naturellement, il y a des estimateurs robustes de mu et de sigma. L'avantage de cette profondeur, bon, disons, chaque méthode a ses avantages et ses désavantages, c'est qu'on peut le calculer assez vite. On peut le calculer assez vite, mais si on veut le calculer de manière robuste, il nous faut estimer ça et ça de manière robuste, et ça, c'est moins vite déjà, bien sûr, parce qu'il y a un prix compétitionnel à payer pour robustesse. Par contre, c'est la profondeur qui, bien sûr, satisfait toutes les propriétés. Elle est paramétrique parce qu'elle est définie par un nombre fini de paramètres. Et ces contours sont toujours les ellipses, donc ils ne s'adaptent pas aux données, comme c'était le cas par exemple avec Tukey et avec d'autres profondeurs. Et bien sûr que ça le rend moins utilisable parce qu'on sait que les contours sont toujours les ellipses, ce qui n'est pas vraiment le cas pour les données réelles. Donc, je donne un exemple. Ça, c'est les données des ECG, donc pour le cœur, de le temps pour plusieurs patients. Et du coup, là, ce que j'ai pris une méthode assez non standard de les discrétiser de ces points, de ces fonctions. Je les discrétise. Par contre, ça marche, comme vous allez voir pas mal. Je les discrétise en prenant l'intégrale de la fonction comme première coordonnée, comme deuxième coordonnée, l'intégrale de la dérivée, pour voir un peu les dynamiques. OK, donc, et je ne sais plus combien il y en a, je crois 30 quelques. Donc, ça, c'est l'air entre cette fonction et 0, et ça, c'est l'air entre cette fonction et 0, entre sa dérivée et 0. Et on obtient ce jeu de points. Vous voyez maintenant pourquoi c'est assez intéressant, parce qu'on a 4 outliers, c'est 4 bas de cœur qui ne sont pas normales. Après, c'est les données sous-échantillonnées, donc plus probablement, c'est une personne qui a des problèmes de cœur. Et là, c'est les données de cœur, de bas de cœur plutôt normales. Donc, voilà, là, c'est simplement, je vous montre ça, c'est les données en perspective, à gauche en perspective 3D, à droite, c'est les données qu'on a vues sur le plan. Et maintenant, la profondeur de données Mahalanobis a l'air comme ça. On voit qu'en fait, les contours sont attirés par ces points. Et en fait, même ici, on voit que le centre de contour, et ça se voit bien qu'en fait, cette partie de cette montagne est complètement libérée des points. C'est-à-dire que le centre n'est pas un centre de points majeurs, parce que normalement, le centre doit être contourné de points, mais par contre, on voit par cette visualisation que les points sont juste à côté. On voit que le centre est ici, car l'échantillon central principal est quand même ici.
Du coup, la profondeur, ici, cette profondeur avec les estimateurs standards ne marche pas bien. Elle marche un peu mieux avec l'estimateur robuste. Je ne le montre pas par d'autres raisons, mais je le dis quand même qu'avec l'estimateur robuste, on peut avoir un meilleur résultat. Donc là, c'est l'exemple qu'on a vu avant. Si on applique. Donc en fait, souvent, ça, c'est ce que les gens font de l'entreprise. Pour chaque paramètre à mesurer, on définit minimum et maximum. Dès qu'on est dehors, on détecte les outliers. Et ce n'est pas complètement faux. Ça marche. Et ça marche même relativement bien parce que sur 4 outliers qu'on a, par exemple, ici, c'est hasard, on détecte 3. Par contre, il y a des outliers qui sont masqués par les dimensions. Et ça, c'est ceux qui sont vraiment intéressants à détecter. Voilà, donc comme ça, on va détecter ces outliers si on utilise cette méthode de minimum et maximum. Par contre, cette anomalie n'est pas détectée. Voilà, donc ce qu'on peut faire, déjà l'application très simple de la profondeur de données Mahalanobis, quand même aide ici parce qu'elle permet à détecter cette 4e outlier. Okay? Donc, disons, si vous prenez l'entreprise, un processus technique qui produit des détails, des éléments et utilise des tests, donc normalement, on verra quelque chose comme ça, on ne va pas détecter cet outlier. Par contre, même déjà avec l'application simple de la profondeur de Mahalanobis, on les détecte. Mais ça, c'est le processus, c'est vraiment massif, on a beaucoup de données, la majorité des détails sont OK. Par contre, il y a des processus où on ne produit pas beaucoup de données. Je vais aussi un exemple. Si les données sont plus chères, si c'est, je ne sais pas, les avions, par exemple. Oui. Là, bon, disons pour les avions, c'est vraiment mal si 4 avions sur 29 sont mauvaises, mais comme un exemple, ça ira. Mais il y a aussi des jeux de données qui sont assez petites. Et si on fait exactement la même chose qu'on a fait avant avec la profondeur de Mahalanobis, on obtient un ellipse comme ça. Bien sûr que ça ne va pas mal aller parce que les estimateurs de moment ne sont pas robustes, on est dévié par ces points. Après, on ne peut pas bien estimer la quantité parce que notre matrice de covariance est aussi mal estimée, qui nous donne la variance de cette loi normale, de cette montagne. Et du coup, notre contour apporte rien. Et c'est là où on a vraiment besoin de robustesse de manière explicite. Et c'est là où on peut utiliser l'estimateur de Stachel-Donoho, ce qui s'appelle projected outlierness. Donc, l'idée de projected outlierness est la suivante. Une observation est jugée comme une anomalie si cette observation est abnormale sur au moins une direction. Maintenant, il faut simplement chercher cette direction. Donc, je prends un point normal, un point abnormal. Je prends un point normal vers à côté de l'échantillon pour qu'on puisse voir ce que je vais écrire dessus. Du coup, maintenant, je prends une direction et je projette toutes les données sur cette direction. Les deux directions sont mal choisies et les deux points sont assez centrales et leur projected outline, ou Stachel-Donoho outline, sont, en fait, ces distances vers la médiane robuste. Donc, c'est pourquoi je plotte ici un box plot. C'est les distances vers les médianes. Donc, on projette les données, on prend distance vers les médianes. C'est comme distance vers la moyenne, mais distance robuste parce que la médiane est robuste. Et on divise par median absolute deviation from the median. C'est équivalent robuste de l'écart type, si vous voulez. Enfin, synthétiquement, il ne converge pas vers l'écart type, mais c'est les valeurs de même ordre de grandeur. Et cela nous permet, donc ça, si vous regardez ça, ce terme, c'est plutôt statistique de Wald, en fait. Oui, c'est la statistique, parce que dans la statistique de Wald, on a x moins moyenne divisé par écart type. Oui. Et là, c'est la même chose, sauf que moyenne et écart type sont estimés de manière robuste. Voilà. Donc, mais ça, c'est la direction. Bon, c'est une direction. Mais on s'est dit qu'une observation est abnormale si elle est abnormale sur au moins une direction. Et on ne sait pas. On ne peut pas dire que cette direction n'existe pas. On cherche. On cherche. Et à un moment, si on bien tourne et on n'a pas besoin de tourner beaucoup, on commence ici à voir à la direction, par exemple, où la distance vers les médianes, la distance robuste, standardisée de manière robuste par MAD, par median absolute deviation from the median, devient plus grande pour ce point rouge. Elle commence à devenir encore plus grande. Et là, c'est là où on peut définir cette Stachel-Donoho outline
on voit que là, ça peut nous vraiment indiquer que ces 4 observations sont anomalies parce que d'une manière absolue, sans savoir combien d'anomalies on a, sans savoir où ils sont, parce que l'espace de dimension plus grande, on ne les voit pas, on ne peut pas les visualiser. Seulement des projections, lesquelles on ne connaît pas, choisir. On verra que quand même, il y a les données avec outlierness aux alentours de moins de 3, disons, en 2, et il y a des données qui vont dépasser 6, donc ça, c'est les anomalies. Voilà. On peut calculer de n'importe quel point, parce que là, il n'y a pas de restriction, ça, c'est l'échantillon, ça, c'est n'importe quel point d'espace, cette outlierness, et on peut construire, cette fonction est définie partout, elle est partout positive en plus, et on peut la définir les anomalies comme les points avec obstacle dans notre outline supérieur à certains seuils. Et ça va nous donner un contour comme ça, qui, comme vous voyez, ressemble à un contour correct obtenu par la profondeur de Mahalanobis quand on avait assez de données. Excusez-moi. Voilà. Donc, et même si le nombre de points maintenant grandit, on obtient à peu près les mêmes contours. Donc, ça, c'est pour 25 points, ça, c'est pour 500 points. On est quand même à peu près de la même ordre qui est adapté au données. Donc, on peut définir ça comme profondeur, ce qu'on peut le faire ou ne pas le faire. Et par les mêmes transformations comme avec les distances de Mahalanobis, parce que ça, c'est cette outline, c'est une autre distance. Voilà, ça, c'est la même chose que vous avez vu. Et sur les propriétés, elle aussi satisfait toutes les propriétés nécessaires. Elle a un médiane qui est très robuste. En général, c'est une notion assez robuste. Et voilà, voici les contours. On voit que maintenant, le centre se place dans le centre de nuage. Ces points sont bien détectés comme des anomalies. Voilà, est-ce qu'il y a des questions dessus sur Mahalanobis projection depth? J'ai une petite question. Une bêtise, si on regarde ce que tu avais montré au niveau de juste avant. Voilà, c'est le graphe là. Alors peut-être que je suis ultra biaisé par ce que tu parles de graphe. En fait, ce que tu montrais, on avait quand même l'impression que, en gros, la direction la moins importante, en tout cas qui avait moins de sens pour ce problème-là, c'était la direction principale dans une PCA. Et que justement, ça soit la direction orthogonale qui maximise en fait, la chose. Oui. Donc, il y a quand même un lien avec à faire peut-être une analyse en PCA et de faire une anti-PCA, c'est-à-dire de regarder les directions les moins intéressantes. Je vais par exemple. OK, donc la question, c'est qu'il y a ce phénomène, c'est plutôt ici que je dois montrer ce dessin, oui. Oui, voilà. Ouais. Donc, la direction qui ne donne pas possibilité de détecter les anomalies, c'est la direction qui est très proche de la direction qui serait plutôt comme ça, je pense, mais assez proche direction de PCA, d'analyse de composantes principales. Par contre, la direction qui permet de les détecter, c'est plutôt la direction qui est orthogonale de la première direction. Et la question, c'est si l'analyse en PCA peut aider ou si on peut l'utiliser. Ici, donc, en général, je dirais de manière générale, oui, c'est bien de regarder toujours PCA parce que c'est quelque chose, en plus, c'est vite, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il y a les extensions robustes de PCA. Par contre, ces extensions robustes se basent sur le même concept de stack down outline ou de projection pursuit. Ici, je dirais que, en fait, plutôt même non, parce que la première direction de PCA va maximiser les variances. Et ça, quelque chose qui, normalement, nous intéresserait. Mais ici, en fait, pour nous, c'est plutôt quelque chose qui est... Et ça, c'est l'idée. En fait, c'est le problème de stat robuste et c'est le problème de risque de PCA parce qu'on peut reformuler PCA comme problème de minimisation de risque quadratique. Donc, c'est plutôt non, parce que ici, cette direction A, c'est en fait direction inutile. Inutile.
parce qu'elle ne permet pas de détecter les anomalies du tout. Et pour moi, c'est plutôt même un exemple où PCA ne marcherait pas du tout. Parce que l'idée de PCA, c'est qu'on essaye de moindre possible de composantes capter le maximum de variance. Et après, on veut utiliser cette variance comme quelque chose d'utile. Maintenant, exactement sur son dessin, car c'est le plan, on a 2 composantes en totalité. Donc, le nombre minimum de composantes, dès qu'on commence à choisir, le nombre minimum de composantes qu'on va choisir sera 1, par cette logique. Oui. Et du coup, là, cette composante 1, c'est une composante qui a quand même expliqué le plus de variance, c'est vrai. Par contre, pour détection d'anomalies, c'est la direction, un des moins utiles directions possibles. Donc, c'est pourquoi pour moi, c'est plutôt l'exemple où PCA ne va pas marcher du tout. Parce que dès qu'on commence, si on a deux directions, on voit en tout cas toutes les données. Si on prend une direction, ça serait la direction qui est mauvaise. Et en fait, en général, par cet effet de risque quadratique, parce que ce qu'on maximise, c'est la variance, comme les outliers, quand ils s'éloignent, leur poids croît d'une manière quadratique, parce que le risque, ce n'est pas la distance, c'est pas un A, c'est L2. Et c'est pourquoi, en fait, les PCA n'est pas, a priori, n'est pas utile et même souvent dangereux si on travaille avec les anomalies. Ouais. Parce que. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a plus de faire PCA, voilà, mais ça c'est oui, mais ce n'est pas forcément anti-PCA. Par exemple, ce que peut arriver, c'est que l'anomalie se cache dans une sous-projection sur, je ne sais pas, composantes 3 et 10. Par contre, ce qui est intéressant ici, il y a un travail assez intéressant de Peter Hall, je ne sais pas si vous avez c'est un mathématicien qui est super connu, qui a publié, vous avez entendu lui, qui a publié genre 600 papiers pendant sa vie et qui a développé pas mal de concepts différents. Il y a un travail dessus où il montre qu'en fait, par contre, c'était sur classification, que la bonne classification, pour atteindre la bonne classification parfois, il nous faut aller dans leur analyse composante principale, là il fait pour données fonctionnelles, jusqu'à numéro 40 ou quelque chose comme ça. Donc peut-être on peut le capter si on sait comment choisir les bonnes composantes principales, mais le bon poids, c'est quand même, c'est pas du tout les premières composantes, c'est peut-être les composantes qui sont très bien loin. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais ici, je dirais que, voilà, donc c'est vrai qu'il faut regarder les directions, les composantes qui sont plus loin, mais par contre, ici, je pense que, pour moi, c'est plutôt un exemple où l'analyse de composantes principales ne marche pas très bien. Ok, est-ce qu'il y a des questions de ceux qui nous écoutent en ligne? Ok, je continue. Où est-ce que je me suis arrêté en fait? Ah, ici. Voilà, donc ça c'était Projection Tips. Et une autre, je crois que c'est le dernier, je crois, le concept que je voulais présenter, c'est Spatial Depth, parce que c'est un concept qui est assez intéressant. Et là, donc, enfin, parlons de PCA. Donc, en PCA, ce qu'on maximise, ce qu'on utilise, c'est critères qui quadratiques. Ici, on utilise le critère qui est plutôt linéaire, on l'appelle L1 depth, parce qu'on se base sur la vraie distance. Ou on se base sur le vecteur du signe. Oui, donc, vecteur du signe, c'est cette expression-là. Donc, c'est cette expression-là. Parce que signe, c'est plus ou moins, oui, et ça, de la dimension A. Maintenant, vecteur du signe de dimension supérieure, c'est si on veut quand même voir genre, la direction de point, mais c'est la direction, on ne s'intéresse pas à l'amplitude du point. C'est simplement si c'est plus ou moins de la dimension A, là, c'est de la dimension supérieure. Donc, la profondeur se définit comme ça. Je sais pas, voilà. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça nous donne. Donc, qu'est-ce qu'on prend ici? Ça, c'est le point pour lequel on calcule la profondeur de l'omègue, disons point rouge. Moi, on peut substituer moyenne par la espérance par la moyenne, ce qu'on fait normalement. On les substitue, c'est-à-dire que ça sera toujours x moins chaque point. Et après, divisé par la longueur de cette vecteur. C'est-à-dire que cette vecteur de signe a toujours de la longueur 1. Okay? Donc, ça, c'est tous les vecteurs de signe pour l'échantillon. Donc, vous voyez, c'est direction sur chaque des points. Donc, en fait, cette direction, c'est droite qui
connecte chaque point avec ce point rouge pour lequel on calcule la profondeur de données. Et après, on prend la longueur qui est égale à 1. Et maintenant, on prend la moyenne longueur. Oui. Et la moyenne, donc, pardon, on prend la moyenne vecteur et on prend la longueur de cette vecteur. Donc, ici, car tous les vecteurs regardent dans les directions différentes, la longueur de les directeurs de la moyenne sera cette flèche rouge, ce vecteur rouge sera très petit. Et parce que c'est la longueur qui nous intéresse. Et car la longueur est petite, la profondeur est grande, c'est-à-dire que le point est bien au centre de l'échantillon. Maintenant, regardons le point rouge. Les vecteurs du signe pour les points rouges seront comme ça, car ils sont alignés parce que l'échantillon a de la même direction, parce que ce point n'est pas central de l'échantillon. La moyenne, le vecteur moyen sera ici, la longueur de ce vecteur sera grande, proche à 1. Et du coup, 1 moins quelque chose qui est proche à 1, la profondeur sera proche à 0. Et donc, c'est ça cette idée qui rend la profondeur assez robuste. Pour les rendre affine-variants, on pourrait multiplier avec inverse de les racines de la matrice de covariance. Comme ça, nous obtenons. Par contre, il faut calculer cette matrice de covariance, c'est là on a les mêmes problèmes de robustesse. Voilà. Ça aussi, ça c'est la jolie profondeur qui satisfait affine-variant si on utilise cette construction. Si sigma est orthogonale, elle satisfait simplement isométrie. Elle a invariant simplement pour les transformations isométriques. Et son maximum, elle revient naturellement à la spatial median connue dans la littérature par Kolchinsky et d'autres articles. Et là, je fais une petite visualisation de cette profondeur. On voit que quand même, on peut très bien définir la profondeur et distinguer les outliers si c'est nécessaire. Ok, donc maintenant, c'est le point où est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Parce que là, on a fini les données multivariées. Après, on va parler des données fonctionnelles. Oui, Yannick. Toutes les méthodes, quelles qu'elles soient, quand à un moment, il y a un moment d'ordre 2, on peut toujours, dans la méthode proposée, mettre une estimation unsorisée, une moyenne, les moyennes des moments L2 tronqués sur les bords, avec une troncature qui va choisir comme il faut pour robustifier la partie qui dépend d'un moment d'ordre 2. C'est peut-être pas très bien. Oui, en fait, oui, on peut le faire, mais par contre, il faut savoir le faire parce que tu vois, il y a toutes les directions de littérature seulement pour estimation robuste d'une matrice. Normalement, on revient sur les hypothèses différentes. Je sais que Tsibakov fait pas mal dessus, en particulier. Il y a quelques articles sur les estimations même robustes des matrices de covariance. Ces matrices de précision, c'est inverse, dont même de les dimensions élevées. Donc, il a fait ça. Après, voilà, ça dit déjà que c'est toujours un problème et c'est toujours une question ouverte. Il y a des méthodes qui le font. Par exemple, c'est Minimum Covariance Determinant Estimator. Ça te dit quelque chose? Donc, l'idée de Minimum Covariance Determinant, ok, je veux dire Minimum Covariance Determinant Estimator, c'est l'estimateur robuste de la matrice de covariance qui est assez utile et qui est implémenté dans la majorité de logiciels. Et qui est, donc, c'est Roussier qui est en fait une des figures majeures en stats robuste et qui est à Leuven en Belgique. Donc, il a proposé cet estimateur et après, il a aussi proposé l'algorithme Fast Minimum Covariance Determinant Estimator. Donc, l'idée, c'est que on définit toujours cette constante qui est supposablement, présumablement, c'est cette portion d'anomalie. Et donc, je vais. Donc, ça s'écrit comme ça. NCD. Donc, ce qu'on fait après, donc, on définit une portion alpha entre 0 et 1,5. Et donc, on prend les endpoints, on jette cette portion de données et on calcule le déterminant de la matrice de covariance. Et maintenant, on essaie de regarder toutes les possibilités de jeter pour ce pourcentage de données. Donc, bien sûr que c'est plus raisonnable de jeter ceux qui sont d'or, oui.
pour minimiser le déterminant de la matrice de covariance. Bien sûr, comme on est tout de suite dans de l'histoire combinatoire de 2 puissance n, ou quelque chose comme ça, donc qui est complètement impossible. Et en fait, Roussier va proposer l'algorithme par réévaluation, l'algorithme qui est randomisé et il donne un résultat aléatoire, mais qui est très proche à le bon estimateur et qui marche dans un taux raisonnable. Je veux dire raisonnable, c'est pas vite et dans les grandes dimensions, ça commence à prendre le temps. Et aussi, si les données sont dans une sous-dimension, ça ne marche pas du tout, ça marche très mal, mais si les données sont à peu près normales, quelques mille dimensions, quelques dizaines, ça va toujours marcher, même si tu dois un petit peu attendre jusqu'à se calculer. Donc, ça, c'est en fait quelque chose qui est bien utilisé en pratique dans ces conditions-là. Après, si la dimension grandit, il faut regarder les études. Normalement, on revient aux estimateurs de matrice de covariance ou précision, où on prend les hypothèses de sparsité normalement. OK, d'autres questions? D'accord. Donc, comme ça, on passe aux données fonctionnelles. Et, OK, donc ça, c'est un autre type de données. Donc, on commence par leur définition. Voilà, donc, on se dit que les données sont définies sur l'intervalle. Les données, c'est la fonction à des évaluations sur l'intervalle de 0 jusqu'à 1. Oui. Bien sûr que ça, ce n'est pas nécessaire. Ça peut être n'importe quel intervalle, mais on peut toujours faire changer l'échelle pour que ce soit de 0 jusqu'à 1. En pratique, on n'a jamais ça. On veut le voir, mais on ne l'a pas. Ce qu'on a, c'est les données observées à P points de temps différents. On n'a vraiment jamais les données continues. On a un point observé sur certains instants de temps. Même si c'est assez fréquent aujourd'hui, les capteurs permettent de mesurer les données assez vite. Par contre, on verra que parfois, c'est même un des avantages. Donc, ce qu'on peut faire, on reconstruit les données fonctionnelles, quand même du point de vue mathématique, de travailler avec une observation fonctionnelle dans un certain espace, par exemple l'espace d'Hilbert, l'espace de Banach, plus général, qui est interpolé ou projeté sur une base, ou on fait une certaine décomposition pour reconstruire cette donnée comme vraiment une fonction. Et là, bien sûr, dans ces données, on a les anomalies. Et ici, on dit que cette taxonomie des anomalies, c'est-à-dire que ces 3 cas qui sont connus de la littérature, quel genre d'anomalie on peut avoir, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Il y a d'autres cas d'anomalies. Et en plus, là, on regarde le cas univarié. Donc, c'est les anomalies de magnitude, de la forme et les anomalies isolées. Chacune de ces anomalies a ses problèmes à détecter. Il est assez difficile de en fait, trouver une méthode qui marche bien avec toutes ces anomalies. Donc, magnitude, ça peut être comme ça ou comme ça. L'idée, c'est que pourquoi on dit location? Parce que sur cet espace, sur l'espace des valeurs de fonction, le niveau de fonction se change drastiquement et est drastiquement différent des autres valeurs. Ça peut être comme ça ou ça peut être simplement déviation comme ici. Shape anomaly, c'est si la fonction complètement change la forme. Et les anomalies isolées, c'est que tout a marché très bien, mais on a un moment où ça ne marche pas. Donc, si on avait une déviation. En fait, ce que vous voyez, c'est les données évaluées sur 60 et quelques mille de points pendant une seule minute. Donc, c'est 1 kHz, je crois, ou 1024 Hz. C'est les données d'accélérateur d'un hélicoptère de données fournies par Airbus. En fait. Et vous voyez qu'en fait, c'est des données assez difficiles à analyser parce que vous voyez pas simplement beaucoup de données. On a ce jeu de données, c'est genre 1 GB, mais c'est aussi des données qui sont à haute fréquence. Et on ne peut pas vraiment dire beaucoup de choses parce qu'on voit déjà rien et après, il est difficile de les analyser.
Par contre, vous voyez que les analyses permettent quand même de détecter quelque chose comme ça, comme anomalie, ou comme ça, certainement. Bon, ça, c'est assez facile. Donc là, il y a plusieurs approches de le faire. Je vais présenter deux approches. C'est profondeur de données intégrées et c'est une famille de profondeurs. Il y en a d'autres pour les données fonctionnelles. Et c'est Functionalization Forest. C'est Isolation Forest qu'on a vu en extension sur les données fonctionnelles. Et après, c'est un petit peu autre type de données. Donc, on verra. Donc, Integrated Depth. Donc là, on a des fonctions, par exemple, et on voit que ces fonctions commencent à dévier. Ce qu'on fait, on calcule la profondeur sur chaque instant de temps et on prend la profondeur moyenne, donc intégrale. Voilà, donc on choisit un instant de temps. Donc pour chaque instant de temps, on calcule, on prend la fonction pour laquelle on calcule la profondeur, on l'évalue à l'instant de temps et on prend comme l'échantillon, dans ce cas univarié, parce que ça c'est dimension 1, on prend un échantillon de toutes les évaluations sur cet instant de temps de toutes les autres fonctions. Et on parcourt de Tmin jusqu'à Tmax, donc pas que ici, donc chaque seul instant de temps, et on prend la moyenne. Et quelque chose, on dit qu'une observation est une anomalie si sa profondeur est inférieure à une certaine valeur, ce que sera bien le cas pour ces 6 fonctions qui ont commencé à dévier à un certain moment. Il faut le dire, comme vous voyez, par cette construction de la profondeur, les anomalies isolées ne sont pas très simples à détecter. Parce que quand on va ici intégrer, ça sera un seul instant de temps où on aura une différence, et sinon, ça sera la même chose. Ça sera exactement la même profondeur, et on ne va pas pouvoir les détecter. Par contre, il y a des profondeurs qui ne sont pas de type intégral qui permettent de les détecter. Ça, c'est un autre jeu de données avec donc ça, c'est les températures sur 365 jours, sur 35 stations canadiennes de température. Donc, on voit ici, c'est quelque part hiver, ça c'est été, ça c'est hiver. Et là, si on applique les mêmes profondeurs avec profondeur de Tukey qu'on a vu, et dans le cas univarié, profondeur de Tukey revient en fait à la fonction de répartition, simplement, on peut visualiser les données comme ça. C'est-à-dire, le jaune, ce sera les observations de la profondeur moindre. Et donc là, le vert, c'est la profondeur maximale. Et en bleu, j'ai simplement ploté une observation avec la plus grande profondeur qui est là. On peut le faire de la dimension 2. Par exemple, là, on a, donc là, ça, c'était la température. Ici, on a température et précipitation. Et là, ça, c'est une axe de temps. Donc, on peut, sur chaque coupure, on peut calculer la profondeur bivariée de Tukey. Et on aura ici profondeur en dimension 2. Et bon, on peut la pondérer si c'est nécessaire par les variances de données. Et pour ce principe, on peut aussi détecter les anomalies comme les observations avec moindre profondeur. Voilà, donc ça, c'était la profondeur fonctionnelle intégrée. Est-ce qu'il y a des questions dessus? Donc, c'est le concept assez simple. Donc là, il n'y a pas peut-être quelque chose de très spectaculaire après tout ce qu'on a vu avant. Là, il y a pas mal de questions théoriques au niveau de montrer même déjà des consistances dans ces profondeurs. Par contre, en pratique, ça marche normalement assez bien, sauf si les anomalies sont isolées sur moins d'endroits, mais pour ça, il y a d'autres profondeurs. Ou d'autres méthodes comme Functionalization Forest. Donc, Functionalization Forest, en fait, c'est la même chose, les mêmes Isolation Forest qu'on essaie d'étendre aux données fonctionnelles. Et ça, c'est en fait, cette méthode a tous les avantages de Isolation Forest qu'on a pour les données multivariées. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas d'une base sur laquelle on doit projeter. Et ça, c'est le vrai problème de données fonctionnelles. Donc, on peut pas, on n'a pas de base, on n'a pas de dimension. On ne peut pas tirer les instants de temps parce que ça n'a aucun sens. En fait, on a même, avec ces exemples joués, ça
ça ne marche pas. Et on a aussi, on ne peut pas tirer les directions sur les sphères d'unité parce que cette sphère d'unité est trop riche de l'espace fonctionnel. Donc, ce qu'on se fait, on définit un dictionnaire de fonctions qui, à notre avis, peuvent nous permettre de bien détecter les observations abnormales. Et lesquels on peut quand même tirer de manière représentative. C'est-à-dire que le dictionnaire ne doit pas être trop riche parce que sinon on ne va pas pouvoir l'explorer. Et là, pour prendre en compte les deux anomalies de location et de la forme, on prend le produit scalaire, ce genre Sobolev, mais étendu par cette coefficient lambda, où on prend produit scalaire. Donc, on tire un élément aléatoire de dictionnaire et on projette sur cet élément aléatoire. Et on prend le produit scalaire et le produit scalaire des dérivés. Et ça, c'est notre projection. Et après, sur cette projection, on peut faire tout ce qu'on a fait avant avec le simple isolation forest. Donc là, quelques exemples. Donc ça, c'est les données normales. Donc là, le gris, c'est vraiment les courbes. Et là, il y a 5 observations abnormales. Et ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est assez intéressant parce que pour tous les 5 observations, compris les anomalies isolées, ici, en orange avec 0, en fait, isolation forest. Donc là, vous avez les couleurs. Donc, les couleurs, c'est le score d'anomalie. Bleu, c'est le plus élevé. Donc, vous voyez que les fonctions qui sont à l'intérieur, elles sont normales. Ils sont jaunes parce qu'ils sont super normales. Par contre, là, ils sont normales. Et là, vous voyez ici, ça, c'est simplement les droites triées par le score d'anomalie. Et là, c'est le score d'anomalie. Et du coup, vous voyez qu'en fait, les observations abnormales sont en fait même bien détectées et bien isolées par isolation forest. Après, bien sûr, là, il faut bien choisir le dictionnaire, c'est-à-dire qu'il faut bien savoir prédéfinir quel genre de fonctions on veut prendre qui peuvent nous permettre de détecter les anomalies. En fait, de le travail, il y a des dictionnaires prédéfinis, mais un petit astuce, on peut prendre l'échantillon lui-même comme une base. Et ça peut marcher quand même. Je crois que c'était même le cas ici, mais je peux me tromper. Je me souviens plus. Voilà. Donc ça, c'était Function Isolation Forest. Et les ondelets, ça marche. Les bases d'ondelets, ça marche bien. Oui, donc la question, si les bases d'ondelets, ça marche bien. Les bases d'ondelets marchent bien. Oui. On a une des bases qu'on propose, c'est base d'ondelets, c'est base préprogrammée, ça marche assez bien. On a même quelques bases d'ondelets, oui. C'est les bonnes bases. Oui. En fait, il y a 2, 3 qui sont. En fait, c'est les fonctions que tu peux dire que c'est des ondelets parce qu'elles sont de les formules d'ondelets. Et oui, il peut marcher assez bien. C'est une bonne base. Oui. Pour les gens qui suivent, et donc, là, on a besoin de projeter juste parce que c'est fonctionnel, parce que c'est parce que c'est des données fonctionnelles que tu projettes. Enfin, on n'est pas dans de projection dans l'isolation forest précédente. Au fait, oui, donc la question c'est pourquoi on a besoin de projeter si c'est parce que c'est les données fonctionnelles. Disons, en fait, on projette quand même, parce que même si on prend une variable, c'est projection de données sur une axe. Et après, 10 ans plus tard, d'autres auteurs, donc ces auteurs-là, avec 2018, tu vois, donc ces 4 auteurs-là, ils ont sorti un isolation forest où ils projettent sur les directions tirées sur la sphère d'unité. Et ça, cette méthode a apporté comme avantage que tu peux détecter les anomalies si tu as les 2 modes qui sont très proches. Tu peux même détecter entre ces 2 modes. Donc, il y a un papier dessus, il donne des dessins assez jolis où il montre que c'est en fait assez. Que ça vraiment apporte cette possibilité d'être plus flexible de l'enveloppe convexe de données. Par contre, donc, normalement, on projette toujours parce que c'est toujours les projections et après, on tire entre minimum et maximum. C'est plutôt la question comment le faire et tu ne peux pas le faire de l'espace fonctionnel parce que l'espace est trop riche. C'est pourquoi on utilise dictionnaire. Donc, ça reviendrait à on projette et après, c'est comme si on faisait une certaine transformation de notre
données fonctionnelles. Et après, on ferait l'équivalent de l'étape du tirer uniformément entre le min et le max. Oui, oui. Mais oui. avec les transformations dans la base, quoi. Transformation de la base. S'il y a une équivalence, si on peut trouver telle base. Non. Non, tu peux voir dictionnaire comme une base, en fait, oui. Tu peux voir comme dictionnaire comme une base. Oui, comme une base, je dirais non orthogonale, assez souvent. Après, ça dépend comment tu l'as construit. C'était ça la question ou j'ai pas... Non, mais je pense un truc que je redirais. Non, l'idée, c'est qu'on a un dictionnaire. De ce dictionnaire, on tire une fonction. Après, on projette sur cette fonction. Et c'est là entre minimum et maximum. Donc, l'idée, on construit un arbre. On a toutes les données. Pas toutes les données, on sous-échantillonne les données. Après, on tire une projection. Et on projette sur cette projection, on prend minimum et maximum, on tire un point. Et c'est là où on crée deux nœuds. Et après, on le répète pour chaque. Voilà. OK. D'accord. D'autres questions? Ici, des gens qui sont en ligne. OK. Comme ça, il nous reste un sujet à aborder. C'est profondeur pour les données de courbe. Donc, ça, c'est quelque chose qui est encore plus nouveau. En tout cas, je ne vais pas donner beaucoup de théorie ici. Donc, là, ce que vous voyez, c'est les lettres S qui sont simulées. Comme vous voyez, ils ont de formes très jolies. Par contre, on a ajouté le bruit de rotation et de déplacement. Et par exemple, ça, c'est une S. C'est simplement une S pour que vous voyez qu'est-ce que c'est cette S. Et l'idée, c'est que ces données, ce sont les courbes. Oui. Mais on peut les voir comme les fonctions. On peut les voir comme les fonctions dans le sens qu'on les paramétrise. On les paramétrise par deux paramétrisations différentes. Je vais plutôt montrer ça. Par exemple, paramétrisation vert et rouge. Pour les paramétrisations vert, on parcourt première partie très lentement. Après, on parcourt, très vite. On parcourt tout d'abord, disons que ça fait combien? 1, 2, 3 quarts. Donc ça et ça très vite. Et après ça, on parcourt très lentement. Oui. De la paramétrisation verte. De la paramétrisation rouge, c'est le contraire. Là, on court lentement, et là, on court très vite. Donc là, on court lentement, et là, on court très vite dans le temps. Donc là, ceci pour dire que le même objet de courbe, on peut coder avec deux fonctions différentes, dépendant de la paramétrisation. Et, d'une manière plus générale, par infiniment beaucoup de paramétrisation. Voilà, donc si on regarde sur la paramétrisation par le temps, les deux sont S, mais par contre, ils ont le temps différent dans parcours. Le même temps, mais le tempo différent sur les parties différentes du parcours. Et on peut le faire pour chaque courbe en utilisant simplement la longueur. Donc, par exemple, sur un quart, on est plus vite ou plus long, et sur 3 quarts, on est plus long ou plus vite. Maintenant, si on applique les profondeurs de données qu'on connaît, fonctionnelles, bien sûr, on revient, parce qu'on a pris paramétrisation différente, on revient en profondeurs différentes et parfois profondeurs qui ne sont pas très rationnelles. Par exemple, on voit ici les deux S, on voit les deux S ici qui sont rouges, c'est-à-dire que normalement, ils ont de la grande profondeur. Par contre, ils sont vraiment ici pas typiques, ils sont vraiment à l'écart. Ce qui ne doit pas être le cas. Et ici, on voit les S qui sont genre OK, mais ils sont les S jaunes, ils sont au centre du jeu, par contre, ils sont de la profondeur petite. Et on voit que les courbes les plus profondes, celles est déviée, et donc les courbes les plus profondes, c'est les courbes bleues, ils sont déviées et ils sont en fait assez différents. Et on aimerait bien avoir quelque chose qui est unique et qui quand même ne fait pas des choses comme ici, ne détecte pas comme les observations
profonde, donc super représentative, quelque chose qui est l'écart de l'échantillon, ici ou ici, ici. Un autre exemple, c'est le jeu de données FDA avec ces 20 écritures de FDA. On peut voir si après on fait ranking par la profondeur de données. Là, c'est paramétrisation par le temps de parcours. Et là, c'est paramétrisation, parce que là, il y a temps de parcours, on a temps de ces fonctions. Et là, c'est paramétrisation par longueur, c'est-à-dire qu'on paramétrise uniformément par longueur de la fonction. On peut arriver que la même fonction a le rank 1 et 13 de les paramétrisations différentes. Bien sûr, n'a pas d'application réelle parce que comme ça, on veut avoir quelque chose qui est unique. Je crois que est-ce que j'ai un autre exemple? Oui, donc ça, c'est l'exemple des ouragans simulés. On prend deux notions de données différentes. Ça, c'est Multivariate Function Half Space Depth, c'est ce que vous avez vu avec ces données de temps, de température canadienne. Ça, c'est une autre notion de données que je ne détaille pas ici, par le temps limité. Et on voit que deux phénomènes. Un, c'est que quand même, donc ce qu'on essaie de montrer ici, c'est le box plot, mais comme pour les courbes. C'est-à-dire, il y a une fonction qui est la plus profonde, donc c'est cette fonction-là. Il y a 50% les fonctions les plus profondes, c'est les fonctions qui sont de couleur bleu foncé. Fonctions qui sont moins profondes, aussi jusqu'à 50%, c'est les fonctions qui sont bleu léger. Et les fonctions rouges, ce sont les anomalies. Donc, on détecte les anomalies après certains seuils, mais ce seuil, ce n'est pas la question ici. L'idée, c'est que, on voit que les anomalies sont bien au centre de ce jeu et ils peuvent être un peu partout. Et deux, c'est que quand même les quatre dessins sont assez différents. Donc, les profondeurs ne peuvent pas avoir un consensus sur quelles anomalies sont vraiment anomalies. Voilà, donc pour ça, on définit, pour travailler avec cette situation, mathématiquement, on travaille de l'espace de courbe. Ce n'est pas nous qui le définissons, je donne simplement la définition. Donc, l'espace, ici, je serai peut-être un peu plus vite pour ne pas vous envoyer avec les notations mathématiques. Donc, l'idée, c'est que on définit une paramétrisation, et paramétrisation, c'est une manière de parcourir la courbe. Et après, on dit que deux paramétrisations, deux fonctions qui parcourent les mêmes courbes, ils sont équivalents. Et comme ça, on définit une classe d'équivalence et une relation d'équivalence. Et un objet de cette classe d'équivalence, c'est une courbe. C'est-à-dire, une courbe, c'est l'ensemble de toutes les fonctions qui parcourent les mêmes trajectoires. Et on peut définir les métriques de Fréchet qui est définie comme ici, c'est-à-dire qu'on cherche deux paramétrisations telles que les distances maximales sera minimale. La norme infinie, la distance maximale sur deux arguments sera minimale. Ça, c'est le métrique de Fréchet qui existe dans la littérature du PID. Donc, on peut avoir la longueur du courbe, et là, c'est la définition mathématique rigoureuse de la longueur, de la simple longueur. Et on dit que la courbe est rectifiable si la profondeur est finie. Et cela nous permet de définir un espace de probabilité pour cette courbe. Et on peut définir, à partir des courbes, on peut définir les probabilités conditionnelles pour une courbe. Donc ça sera la loi uniforme sur la courbe. Ce qui nous revient, donc je vais plutôt aller ici, ce qui revient à la prochaine schéma de reconstruction des courbes par le schéma de Monte-Carlo. Tout d'abord, on tire une courbe parmi les n courbes de manière uniforme, donc c'est simplement numéro 1 ou n, et après on tire un point et on tire un point sur chaque courbe, donc on tire un point d'une manière uniforme sur la longueur du courbe, de la courbe. Okay, donc on choisit la courbe, on tire un point sur la longueur de courbe, uniformément. Et ça sera notre échantillon, sa reconstruction par Monte-Carlo de l'échantillon de courbe. Pourquoi on le fait? Par les raisons théoriques pour pouvoir démontrer la consistance. Par contre, ça marche assez bien en pratique, comme vous allez voir.
Maintenant, on définit la profondeur de Tukey pour les courbes de manière suivante. Ben, c'est la profondeur moyenne sur la longueur du courbe. Et cette profondeur sur laquelle on intègre est définie de cette manière. Et donc, ça, c'est la formule principale ici. C'est que on regarde un point sur la courbe. Et pour ce point, on regarde tous les hyperplans et on minimise le rapport entre masse de probabilité de toutes les courbes divisée par la masse de probabilité de cette courbe sur laquelle le point se trouve. C'est une normalisation assez intéressante. Et je vais, donc on peut faire le même pour l'échantillon. Je vais donner une intuition comment ça marche. Donc là, c'est deux cas. On calcule la profondeur d'une courbe rouge par rapport à l'échantillon de courbe bleue et on prend le point x1 ici ou x2 ici. Donc, si on va raisonner d'une manière standard ici, ce qu'on voit, c'est comme pour la profondeur de Tukey, et ce qui est vrai ici, donc QP, c'est la portion, c'est la proportion, la portion des points. Donc, c'est la masse de probabilité des courbes bleues, ici, oui. Et ça, c'est la masse de probabilité de courbes rouges. Donc, ici, on a un hyperplan et un deuxième hyperplan. Par contre, dans les deux, on a 1, 2, 3, 4 points rouges. C'est-à-dire la masse de la courbe rouge dans les deux hyperplans sont les mêmes. Et c'est là où on revient à la logique standard de Tukey, parce qu'on va choisir celui qui est le plus petit, on va minimiser. Et là, cette valeur qui est de le dénominateur joue aucun rôle. Par contre, ici, dans ce cas-là, là, on a 2 points et là, on a 6 points. Donc, même si ici, nous avons 25 points et ici, nous avons 15 points, on va quand même diviser par les dénominateurs et par les masses de courbes rouges différentes. Ce qu'on revient, car ici, on va choisir l'hyperplan, c'est l'hyperplan parce qu'il minimise, il contient moins de points bleus, donc ça, c'est la logique standard. Ici, on va choisir plutôt cet hyperplan qui est ici, parce que même si on n'a pas peut-être, on a plus de points bleus de cet hyperplan. Par contre, on sait qu'on a aussi beaucoup plus de points rouges. On a beaucoup plus de portions de la courbe rouge. Et ça donne des normalisations pour vraiment prendre la structure spatiale des courbes dans les hyperplans. Donc là, on fait la même chose. Maintenant, on utilise la même logique. On fait la même chose de manière Monte Carlo. Donc, on fait sous échantillonnage des courbes, on calcule, on substitue les mesures empiriques pour ces échantillons mu et q. Et on définit, voilà, donc ça, on définit la profondeur de telle manière, c'est qu'on intègre sur la courbe. Et pour chaque point, on regarde tous les hyperplans et on regarde la masse empirique dans ces hyperplans. Donc, un exemple. On veut savoir la profondeur de la courbe rouge dans l'échantillon de courbe bleue. Donc, déjà, on ne connaît pas les courbes, mais disons, on peut échantillonner, on connaît les courbes, mais on échantillonne les points dessous. Donc, voilà, donc on échantillonne les points dessous. Maintenant, pour chaque point sur cette courbe, ou pour ce échantillon de points sur cette courbe, oui. Donc, on travaille avec les échantillons maintenant. Ce qu'on fait, donc là, ce que je fais, je simplement prends une courbe bleue, je la marque comme vert pour mieux voir ce qu'on fait. Ça ne change rien. Donc, on calcule toujours la profondeur de la courbe verte. Donc, maintenant, on regarde un demi-plan pour un point sur la courbe rouge. OK. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? En totalité, donc maintenant, pour chaque courbe, on prend la masse de cette courbe, de cet hyperplan. En nominateur, on a les courbes d'échantillon, en dénominateur, les courbes rouges. Donc, pour les courbes d'échantillon, on a à diviser par 5 parce qu'on a 5 courbes. Oui, donc ça, c'est cette probabilité de tirer d'un échantillon de courbes. Et maintenant, sur chaque courbe, on prend la portion des points qui sont à l'intérieur de l'hyperplan. Donc, ici, ce sera 3 sur 8. Donc, on va plutôt regarder les courbes vertes. 1, 2, 3, 4, 5 sur 7. Oui, et donc là, on fait pour chaque courbe. La même chose, on fait pour courbe rouge. Il y a 2 points sur 8 qui sont de cette courbe.
On fait une autre rotation. Donc, là, par exemple, sur le rouge, il y a au nouveau 2 points. Sur le vert, il y a 3 points. Donc, c'est la même chose. Donc, ça, c'est proportion de chaque de 5 courbes d'échantillons qui sont à l'intérieur de cette demi-espace, divisé par taille d'échantillon, parce que c'est mesure empirique qu'on prend. Et là, c'est divisé par les deux. Par 2 divisé sur 8, c'est proportion de la courbe rouge qui est à l'intérieur de cette demi-espace. Voilà, et on le tourne jusqu'à on trouve le minimum. Je veux dire, de manière théorique. Voilà, donc ça, c'est comment ça profondeur se calcule. Je crois que c'est l'explication plus intuitive des formules qui ont l'air quand même un peu compliquées. Les propriétés, donc déjà, elle est positive, elle est bornée par A, donc elle se bien projette sur cette partie de 0 jusqu'à 1. Et l'idée, c'est que, par exemple, ici, on voit qu'à un moment, cette profondeur pour un point était égale à 2, oui. Mais en fait, ça ne sera jamais le cas pour toutes les fonctions, et ça, c'est démontré théoriquement. Donc, ça sera, la profondeur elle-même sera toujours entre 0 et 1. Elle est invariante par similitude, c'est-à-dire par translation et par rotation. Donc, c'est que les matrices orthogonales. Parce que, c'est ce que j'ai parlé de ça déjà au début. Donc, si on parle d'un objet de le monde réel, et c'est normalement les coups, on ne peut pas multiplier une dimension, par exemple, avec 2, ça n'a aucun sens. Si on prend maintenant, je ne sais pas, une personne et la multiplie dans une dimension par 2, c'est plus une personne. Par contre, on peut faire rotation, on peut translater, donc tout ça, c'est possible. Et on a aussi les propriétés de vanishing at infinity. Pour les autres propriétés, c'est plus difficile parce que sur l'espace des courbes, il est difficile de les définir. C'est pas l'espace linéaire déjà, il n'y a pas de direction dans cet espace, donc il est difficile de définir d'autres propriétés. Revenons à l'exemple qu'on a vu. Si on compare les profondeurs qui prennent que les courbes, on voit le dessin plus consistant. Déjà, les courbes les plus profondes correspondent plus à la moyenne, et après on verra, mais ça c'est bon, ça c'est OK. Par contre, on verra aussi que les courbes qui sont à côté, qui sont loin, elles sont plutôt jaunes, de la profondeur moindre, et les courbes rouges qui sont de la grande profondeur, elles sont quand même au centre. Pour les ouragans, on a aussi un dessin qui est plus intéressant, parce que ça, ce sont sans informations supplémentaires. On voit vraiment ici les courbes principales, ici les 50% des ouragans, et ici, même les outliers, ils sont à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui semble être un peu plus cohérent. On a aussi fait les deux jeux simulés, mais ça, c'est simplement pour voir. Donc là, les 3 anomalies sont bien détectées par cette profondeur, comparant avec profondeurs qui sont données, qui se basent sur la paramétrisation. Mais pour être honnête, par exemple, car on utilise un demi-plan, cette anomalie de la couleur magenta ou violette n'était pas détectée par cette profondeur. Donc là, elle ne peut pas, même s'il y a des profondeurs comme profondeur projectionnelle intégrée qui la détecte assez bien. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, ça fait 3 heures de matériel. J'imagine que ça fait beaucoup. Donc peut-être pour faire un petit récap. Donc ce qu'on a vu, c'est les 4 approches non paramétriques pour les données multivariées. C'est One Class Support Vector Machine, Local Outlier Factor, Isolation Forest et les profondeurs de données. Pour les données fonctionnelles, on a vu profondeur intégrée, Functionalization Forest, et après pour les données de courbe, on a eu une extension de profondeur de type. Donc, du coup, on sait traiter les données multivariées, on sait trouver les anomalies intéressantes pour les données multivariées, avec plusieurs méthodes, et pour les données fonctionnelles, compris les données qui constituent des classes d'équivalence de fonctions. Donc, sur la section pratique, je reviendrai. Voilà. Donc, dans la section pratique, donc s'il n'y a pas de questions,
il n'y a vraiment pas de questions. Comme ça, on peut passer à la section pratique.